France Maghreb 2. Par les femmes. Présenté par Hanan Zawani. Sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, c'est Hanan Zawani, donc ravie de vous retrouver pour 2 heures d'émission. Donc cette semaine, nous parlerons des femmes et de la prison, mais pas que. L'invitée de la rédaction est Fatima Wassak, politologue, militante et fondatrice de Front de Mer, de l'île Sud à Bagnolet, le storytelling d'une femme qui ose résister. Dans le monde invisible de la prison, les femmes sont une minorité pénalisée par sa faiblesse numérique qui subit des discriminations spécifiques. Nous en parlerons avec Margot Vessy, secrétaire générale de Genipi France, une association d'étudiants qui milite pour le décloisonnement des institutions carcérales. Cancer du mois, notre dossier santé du mois. Rejeté par nos maris après un cancer du sein, une mastectomie. Cela existe, mise en lumière sur un drame de femme. Vous souhaitez témoigner, mesdames? Appelez-nous au 01 40 33 9000. Donc 40 33 9000, vous avez un cancer du sein, vous avez eu un cancer du sein, vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler. Et tout de suite, c'est parti donc pour notre nouvelle rubrique, les infos essentielles de la semaine. Alors, on apprend cette semaine, enfin, finalement, que Marlène Schiappa s'excuse après ses propos sur la manif pour tous. Effectivement, dans un communiqué publié sur Twitter, la secrétaire d'État s'est excusée d'avoir comparé la manif pour tous et les terroristes islamistes. Je présente mes excuses à toutes les personnes qui auraient pu se sentir sincèrement blessées, a-t-elle notamment déclaré avant d'assurer qu'elle en assume la responsabilité. Cependant, nous apprenons par le Figaro qu'après son entretien avec Valeurs Actuelles, Marlène Schiappa a fait valider ses réponses à Matignon et à l'Élysée avant de renvoyer le tout. Nous en retenons ce que nous en voudrons. Alors la deuxième info de l'essentiel, elle se passe à Moissy-Cramayel. Une directrice d'école est également élue Les Républicains, mise au pas, cette fois-ci, par l'inspection académique. Effectivement, samedi dernier, Dorothée Moureau avait publié sur Twitter un message dans lequel elle appelait, je cite, à mettre au pas les musulmans qui sont les premiers à insulter les juifs. Samedi dernier, alors Dorothée Moureau a été convoquée devant l'inspection académique à Melun. Depuis, l'élu de Moissy a reconnu une maladresse. Elle ne ciblait pas les musulmans, dit-elle, mais l'islam radical, une bévue pour laquelle elle a dû s'expliquer hier, devant sa hiérarchie. Donc résultat, 4 mois de suspension. Donc mon cher Medjahed, voilà donc cette nouvelle rubrique des infos essentielles, celles qui nous ont échappé, celles qui nous touchent et celles surtout qui nous permettent de nous dire qu'à chaque fois que des propos polémiques seront cités sur Twitter, seront cités dans un magazine, cités à la télévision, on vous les transmettra et on en parlera. Donc tout de suite, on envoie la publicité et juste après, on se retrouve donc avec notre coup de cœur qui est cette fois dédié à Nancy Ajram pour El Hob Zey El Watar, donc sa dernière chanson. Nous sommes de retour, chères auditrices, chers auditeurs, donc sur les ondes de France Maghreb 2 pour notre rendez-vous hebdomadaire par les femmes. Aujourd'hui, nous recevons donc Fatima Wassak, l'invitée de la rédaction. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Alors Fatima Wassak, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur l'émission Par les femmes. Merci. Alors Fatima, en tout cas moi j'ai un relationnel très particulier avec Fatima Wassak. Donc pour les auditeurs et les auditrices qui ne la connaissent pas, elle est aussi chroniqueuse sur France Maghreb 2, donc pour l'émission Le Grand Forum. Donc il se trouve que c'est ma collègue et au-delà du fait que ce soit ma collègue, je la respecte en tant que militante, en tant que politologue, en tant que tout le travail qu'elle fait, qu'elle nous donne à voir et qui nous permet à nous, jeunes militantes, d'avoir en tout cas un modèle à voir. Et ce qui me touche particulièrement dans la personnalité de Fatima Wassak, c'est cette capacité à oser résister. La résistance, on en parle comme quelque chose de facile, d'évident.
C'est très facile de résister derrière les réseaux sociaux, à travers nos comptes Twitter, à travers nos comptes Facebook. Mais sur le terrain, au jour le jour, apprendre aux citoyens des quartiers populaires, entre autres, à s'organiser, c'est une toute autre partie. Alors Fatima Ouassa, peut-être te présenter à nous en quelques mots. On te connaît en tant que militante, en tant que politologue. Comment est-ce qu'on peut te présenter ? Déjà commencer par dire, parce que tu disais que voilà, c'était pas si simple de résister ailleurs que devant son ordinateur. Déjà commencer par dire que je résiste pas toute seule, que voilà, je fais partie de collectifs, et que en fait en réalité ce sont des résistances collectives. Alors de femmes, de mères de famille, de femmes issues d'immigration postcoloniale, de femmes des quartiers populaires, etc. Donc à chaque fois, c'est pas une démarche individuelle, quoi. Ça s'inscrit toujours dans quelque chose de collectif. Donc effectivement, je milite dans ces espaces collectifs, voilà, et je milite pour l'égalité, pour la justice, pour la libération, voilà, pour ces causes-là qui sont contre les discriminations. Oui, complètement, pour l'égalité, pour l'égalité et pour l'injustice, et donc contre les inégalités et contre les injustices, quelles qu'elles soient, mais en particulier celles qui me touchent moi particulièrement. C'est-à-dire que je vais pas militer comme ça. Je suis pas une militante politique au sens où je vais pas militer parce qu'il faut militer contre l'impérialisme en général ou contre le racisme en général, etc. Souvent, je milite après avoir été moi-même discriminée, avoir moi-même subi des violences ou avoir pu observer ces violences, etc. Donc c'est des violences ou des discriminations que je peux qualifier de quotidiennes, en fait, de proches de moi. Et c'est parce que moi je vais subir ça que pour me défendre, en fait, je vais militer avec d'autres, parce que c'est toujours plus facile de militer avec d'autres. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, Fatima, tu es une mère de famille. Quel âge as-tu ? 42. Bon, on est de la même génération, 42 ans, effectivement. Tu nous viens de Lille, voilà. Moi, ce qui m'intéresserait, à titre personnel, mais aussi pour donner envie à nos auditrices d'avoir comme modèle ton parcours, c'est que tu nous racontes en réalité ta scolarité. Qu'est-ce qui t'a emmené en réalité à aller étudier à Sciences Po Lille ? C'est pas une chose de très commune, notamment à l'époque, il y a 20 ans en arrière, on avait encore moins de personnes issues des quartiers populaires et dont les parents sont immigrés qui ont étudié à Sciences Po. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire de la politique quand tu étais à Lille ? Mes parents. Donc mes parents, voilà, qui sont originaires du Maroc, du Rif. Moi, je suis pas née en France. Je suis née dans le Rif, à Nador. Je suis arrivée petite, mais voilà, je suis pas née ici. Et mes parents, voilà, nous ont toujours poussé, mes 7 frères et sœurs et moi. On était 8, nous ont toujours poussé à bien travailler à l'école, avoir de bonnes notes, etc. Même si eux-mêmes n'avaient pas été à l'école. Mes parents n'ont jamais été à l'école ni là-bas ni ici, mais ils ont toujours eu ce souci de nous pousser à l'école, nous pousser à faire nos devoirs, à travailler, ils nous mettaient à l'étude. Alors mon père était ouvrier de nuit, mais voilà, pour lui c'était une question de principe que on aille tous à l'étude le soir, et il a payé pour ça, pour qu'on puisse aller à l'étude. Et voilà, et c'est ça qui a fait que du coup je faisais mes devoirs, je travaillais bien. Bon, j'ai toujours été bonne élève, voilà. Et en fait, il se trouve que dans l'école française, il y en a toujours, en réalité, il y a toujours eu parmi la classe populaire, parmi les quartiers populaires, les pauvres, les immigrés, etc. Il y a toujours eu des personnes qu'on va extraire et qui vont réussir, mais qui sont de l'ordre de l'exception. C'est pour ça que moi je considère en fait que je représente pas grand chose, en fait, c'est juste une série d'accidents. Bon, après avec mes parents quand même, mais ça je les remercierai jamais assez pour ça, hein, mais des parents qui poussent derrière et la famille qui pousse derrière. Mais voilà, c'est pas parce que à un moment donné j'ai fait plus d'efforts que d'autres, c'est que je pense que j'ai eu plus de chance entre guillemets que d'autres. Moi, Sciences Po, je savais pas du tout ce que c'était jusqu'à ce que je passe mon bac en réalité. Et là, par accident, j'ai passé le concours. J'étais dans un lycée qui était juste à côté de Sciences Po à Lille. Je l'ai passé par accident et j'ai eu le concours en fait. Et du coup, voilà, et l'année de mon bac. Donc, j'ai pas réfléchi. Pour mes parents, faire de la politique, non. Ils m'ont pas poussé à faire Sciences Po, pas du tout. Au contraire, ils voulaient que j'aille. J'avais commencé un début de prépa maths sup, et voilà, pour mes parents, ils étaient même affolés que j'aille sur ce truc-là de politique. Enfin, ça paraissait comme ça très très vague. Ils voulaient un truc très carré, médecin, ingénieur.
Alors à 18 ans d'aller s'inscrire à Sciences Po politique, tu dis que c'est un accident, mais est-ce que derrière il y avait déjà cette âme de militante, et est-ce que déjà durant ton enfance, peut-être ton adolescence, tu as justement eu affaire à des discriminations ou à des stigmatisations, ou tout simplement à te rendre compte que la situation dans ton quartier n'était pas la même que par ailleurs? Est-ce que c'est ça qui t'a amené à t'inscrire à Sciences Po? L'accident de parcours, c'est un peu compliqué à comprendre. Et de toute façon, je pense qu'on le comprendra jamais, parce que c'est, encore une fois, c'est toute une série d'éléments, de faits qui font qu'à un moment donné, on s'inscrit quelque part. Moi-même, j'ai pas assez de recul, et puis j'ai pas une intelligence suffisante pour comprendre, pour repartir en arrière, pour tout étudier comme si on était dans un laboratoire, quoi. Non, par contre, ce que je sais, et encore une fois, là, je rends hommage à mes parents et à mon entourage, c'est que dans les milieux de l'immigration et des quartiers populaires, parce que moi, effectivement, j'ai grandi, en périphérie de Lille, dans un quartier très très populaire autour d'une usine qui s'appelait Tudor, où il y avait des milliers et des milliers d'ouvriers, et on était très concentrés comme ça. Alors c'était beaucoup de Marocains, notamment du Rif, et en tout cas beaucoup d'Africains, Nord-Africains et Africains subsahariens. Ce que je sais, c'est que malgré les apparences, ce sont des milieux qui sont très très politisés. C'est-à-dire que nous, à la maison, on était très politisés. Par exemple, sur la question des langues, voilà, pour mon père, il n'était pas question qu'on parle français à la maison. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que pour lui, non, on est à la maison, il faut quand même préserver la langue, il faut préserver la religion, la culture, etc., etc. Donc, il y a ce côté-là, c'est-à-dire que vraiment, mes parents n'avaient vraiment, mais je le dis, aucune sorte de complexe d'infériorité, aucun. Il y avait alors, aucun complexe est-ce que c'est là-dessus. du fait, parce qu'on apprend effectivement que tu es né dans le Rif marocain, qui est une région qui est connue justement pour son esprit de résistance, pour sa recherche de justice sociale en réalité. Est-ce que tes parents t'ont transmis cet esprit? Complètement. D'accord. Alors sans que ce soit un cours universitaire sur la guerre du Rif, sur l'après-guerre du Rif, sur le rapport à l'institution au Marzen, comme on dit, à l'administration marocaine. Donc c'était pas quelque chose d'aussi évidemment d'aussi écrit, on va dire. Mais par contre ce rapport à l'institution, je pense qui est assez spécifique au Rifin, enfin qu'on peut retrouver ailleurs en Afrique, mais pour le coup là qui est assez fort dans le Rif, ça effectivement ce sont mes parents qui nous l'ont transmis, parce que voilà, encore une fois c'est mes 7 frères et sœurs et moi-même, voilà, ce rapport à l'institution, et encore une fois où on n'a pas de complexe en fait, où on se sent pas inférieur, où on n'est pas obligé de faire allégeance. On s'excuse pas d'exister. Voilà, on s'excuse, au contraire. Moi j'ai une petite anecdote, qui voilà, on peut la prendre dans plusieurs sens, mais voilà, pour mes parents ne comprenaient pas l'expression sale arabe. Ils la comprenaient pas, parce que pour eux, il y avait pas plus propre qu'un arabe, un musulman en fait, parce que il y avait les ablutions, et en fait au contraire pour eux, on est dans un pays où les gens faisaient pas forcément leurs ablutions, donc pour eux c'était plutôt ceux qui nous insultaient de sale arabe qui étaient plutôt sales. Enfin voilà, c'était que des choses comme ça où du coup moi voilà, à partir du moment où on grandit avec cette idée qu'on n'est pas inférieur, au contraire, on est on appartient à une civilisation quand même, c'est la civilisation, je le dis, islamique, qui est quand même, voilà, elle est pas née d'hier, c'est quand même une grande civilisation, à la culture arabo-berbère, à la culture africaine aussi. Bon voilà, quand on grandit avec cette fierté-là, bon, je pense que ça aide beaucoup ensuite, déjà à avoir confiance en soi, et puis ensuite à résister, à pas se laisser marcher sur la tête, etc. Alors effectivement, c'est assez important ce que tu dis. J'espère que les auditeurs, en tout cas, retiendront ce message que, en tant que arabe ou en tant que enfant d'immigrés maghrébins ou en tant que immigré maghrébin, on n'a pas à s'excuser d'exister et à porter notre identité avec fierté. Donc si je comprends bien, toi, ta double culture française et marocaine, ton identité religieuse aussi, tu la portes avec fierté. Alors en réalité, c'est pas qu'une question de fierté, et surtout il s'agit pas de double culture, parce que tu vois, il y a pas une culture française d'un côté et une culture marocaine de l'autre. La culture française, elle est elle-même imprégnée d'arabité, tu l'as dit toi-même, il y a beaucoup de mots français, par exemple, on en parlait juste avant l'émission, en fait qui ont été empruntés à la civilisation, à la culture arabe, et puis voilà, il y a tous les emprunts aussi aux États-Unis, enfin voilà, la culture quand même américaine qui est hégémonique aujourd'hui. De la même manière, la culture marocaine, qu'on appelle marocaine, elle n'est pas si marocaine que ça, on va dire elle est nord-africaine, elle a aussi été largement influencée par la colonisation, donc on retrouve beaucoup de choses aussi de la France, de l'Europe, etc. Donc c'est des choses comme ça plus diffuses en fait, qui sont pas statiques. Moi je pense que ce qu'il faut retenir surtout, alors moi en tant qu'enfant d'eux, en tant que fille d'eux et en tant que maman aussi, c'est qu'il faut transmettre ce que l'on est sans complexe. Voilà. Et moi c'est ce que j'essaye de faire avec mes enfants, c'est-à-dire voilà, pour ce qui me concerne, j'ai plusieurs identités, elles sont pas définitives.
elles sont en évolution, mais en tout cas, à un moment donné, je vais transmettre ce que je suis à mes enfants et en leur apprenant que voilà, il n'y a pas de honte à avoir. Et si je dis ça, c'est important de le dire aux parents, c'est que il a été prouvé, parce qu'après que moi je dis ça, on peut me dire non mais elle raconte n'importe quoi, ça marche pas ce qu'elle dit. Au contraire, il faut montrer allégeance, il faut s'intégrer, il faut être discret, etc. Faut pas en faire trop sur son identité, etc. Mais il se trouve qu'il y a une étude qui est parue l'année dernière. Qui est de l'université de Berkeley, qui a montré, je le fais en cours, qui a montré que plus les parents transmettaient, alors ce que les Américains appellent la fierté ethnique, transmettaient ce qu'ils sont aux enfants, et plus les enfants ont confiance en eux lorsqu'ils grandissent, etc. et savent se battre, s'en sortir dans la vie. Et plus au contraire, les parents sont dans quelque chose comme ça de l'ordre du complexe d'infériorité, ont honte de transmettre, donnent des prénoms à leurs enfants qui n'ont rien à voir avec leur propre identité, leurs propres origines, etc. sont dans le déni par rapport à leur religion, etc. et par rapport aux discriminations aussi qu'ils peuvent subir. Plus ils transmettent ce complexe en fait, et plus leurs enfants, et je t'assure que ça a été prouvé, ont des problèmes de santé mentale. D'accord. Non seulement c'est un problème de confiance en soi, d'estime de soi, mais ça va plus loin. Et ça peut aller jusqu'à la santé. C'est une négation de soi, donc psychologiquement, de toute manière, il y a des répercussions physiques. Et donc des parents qui voudraient bien faire en disant à leurs enfants mais sois discret. Par exemple, moi j'ai des parents qui me disent qu'ils apprennent à leurs enfants à dire à la maison Alhamdoulilah, et par contre leur dire non mais par contre à l'école jamais tu dis ce mot-là. Mais parce qu'ils ont peur aussi, Fatima. Mais alors c'est à eux que je m'adresse pour leur dire mais en fait ça c'est une erreur. Je sais que les parents aiment leurs enfants, moi j'aime mes enfants, mais justement si on aime nos enfants, il faut au contraire leur apprendre à être fiers de ce qu'ils sont, à ne pas avoir de complexe. Voilà, ils ont des droits. Ils doivent être respectés dans leur dignité, ils doivent être respectés dans la dignité de leurs parents, ils doivent être respectés dans leur culture, dans leur religion, etc. Il ne faut pas leur apprendre ce complexe-là, parce que en réalité, on croit bien faire, mais à terme, on les détruit. Alors la question d'identité, elle est importante, Fatima, et je te remercie de la soulever. Hier, il se trouve que j'étais avec une responsable d'association, donc de l'association Espoir Cité, ICRAM, qui justement est en train de préparer un reportage, un documentaire sur cette question de l'identité. Pourquoi est-ce qu'elle prépare ce commentaire? Parce qu'elle a eu, dans le cadre de son travail, elle travaille travaille dans le domaine social, à se rendre compte qu'on avait certains de nos enfants qui rejetaient totalement leur identité française. Et quand on vient en fait leur poser la question, chose qu'elle a faite, ces jeunes-là, donc c'est pas tous, c'est certains jeunes, lui répondent, mais tu te sens français, tu te sens arabe? Et la réponse, qui est assez violente, en tout cas pour ma part, j'étais assez surprise, c'est non, je ne suis pas français, je rejette totalement en gros cette identité, et ils se réfèrent en réalité au pays d'origine de leurs parents. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Fatima? Bon, alors déjà, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas d'identité française opposée ou qui serait comme ça dans un rapport de force en contradiction avec une identité arabe. Quand tu as des enfants, des jeunes, même des adultes en France qui te disent moi je me sens arabe, je me sens algérien, je me sens marocain, évidemment que ce sont pas des identités définitives. Ils n'ont pas l'identité, on va dire, ou les identités que peuvent avoir les Marocains et les Algériens et les Tunisiens qui vivent au Maroc, en Tunisie, en Algérie. C'est évidemment qu'ils sont imprégnés de culture française. Ils parlent français déjà pour te le dire. Tu leur poses la question, ils disent je suis pas français, mais tu parles français. Ouais. Tu penses en français, tu rêves en français. Bon, déjà, on peut considérer que t'es français. Et puis surtout, alors je peux comprendre ceux qui rejettent l'identité française, parce qu'à un moment donné, il y a un tel rejet de la part de la société française dominante, on va dire, c'est-à-dire des médias, du pouvoir politique, des hommes politiques, etc., que je peux comprendre que des jeunes qui se sentent stigmatisés, ou on leur refuse le fait d'être français. Tu vois, par exemple, les contrôles d'identité dans la rue. Ces gens-là, ils sont nés en France. Le fait qu'on les oblige à sortir à chaque fois leur pièce d'identité pour prouver qu'ils sont français, c'est une manière de leur dire tu n'es pas français. Je te demande ta pièce d'identité parce que pour moi, c'est pas évident que tu es français. Tu es noir, tu es arabe, etc. Je le vois pas que tu es français. Donc tous ces gestes-là, en fait, à un moment donné, peuvent tellement stigmatiser ces personnes-là et ces jeunes en particulier, qu'en résistance, tu vois, c'est comme s'ils disaient, puisque tu veux pas que je sois français, tu me reconnais pas comme français, vas-y, garde-la ta France, j'en veux pas, en fait, c'est moi qui n'en veux pas. Donc ça, comment dire, c'est une réaction normale, on va dire. Maintenant, moi, je considère qu'il faut pas leur laisser. Voilà, cette identité française. Pourquoi on la laisserait?
Pourquoi on la Est-ce que laisserait Fatima, ce rejet, en tout cas inconscient ou justement consciemment dit haut et fort, il n'est pas dû justement à les discriminations qu'on subit, pas en tant qu'arabe, même si c'est lié, mais en tant que musulman. Aujourd'hui, effectivement, tout le monde le sait, il y a une montée de l'islamophobie dans les actes, dans les expressions qui est juste ahurissante. On est très peu à le dire, le gouvernement vraisemblablement n'est pas encore prêt à le reconnaître, mais ces jeunes-là, dont mes enfants sont partis, qui ont 16 ans, qui ont 22 ans, on a Yasmine avec nous au studio, donc qui est une étudiante de 15 ans en première ES, peut-être qu'elle aussi, elle ressent en réalité cette violence qui est faite à sa religion, et du coup on rejette en bloc en réalité une citoyenneté. Alors, c'est pas qu'à la religion, parce qu'évidemment, c'est l'islam qui est visé, mais il n'y a pas que l'islam. En réalité, ceux qui sont visés, ce sont les habitants des quartiers populaires, ce sont les Noirs et les Arabes, ce sont les parents immigrés. Donc, c'est tout ça, en fait, qui est rejeté dans l'islamophobie. Simplement, ça se fait plus du tout d'être raciste, on va dire, primaire. Donc, de dire, par exemple, voilà, j'aime pas les Noirs, j'aime pas les Arabes, j'aime pas... On en reparle juste après, ma chère Fatima, il y a la pub, tu l'as bien dit, mais Jane nous fait signe, donc c'est la pub, on se retrouve tout de suite après. Engagée pour améliorer le monde de demain. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Hanan Zawani présente Par les femmes. Engagée pour améliorer le monde de demain. Alors nous sommes de retour, chères auditrices, chers auditeurs, donc sur les ondes de France Maghreb 2 pour l'émission Par les femmes. Et notre invitée de la rédaction est Fatima Wassak. Donc Fatima, on a commencé à parler de ton parcours en réalité, de comment est-ce que tu as commencé, en tout cas, pourquoi est-ce que tu as commencé tes études à sciences politiques? Il y a quelque chose dans ton parcours qui m'a particulièrement interpellée dans ta jeunesse, quand tu avais 20 ans, donc il y a 20 ans. C'est ce premier militantisme, en fait, auprès des femmes et par le sport pour leur redonner confiance en soi. Est-ce que tu peux nous en parler? 20 ans, c'est très jeune pour commencer à militer. Alors, non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. C'est pas très jeune pour faire du sport. Parce qu'en réalité, c'était ça à la base. Souvent, dans les quartiers populaires, les jeunes femmes qui s'engagent, elles s'engagent en réalité dans leur salle de sport, à travers, on a pas mal de militantisme comme ça, à travers la salle de boxe, par exemple, des choses comme ça. Donc, et c'était pas pour militer auprès des femmes, c'était pour militer déjà auprès de moi-même. Donc voilà. Donc, le sport pour toi, c'est un outil d'émancipation. Complètement, surtout les sports de combat, complètement, parce que du coup, par exemple pour ce qui concerne la boxe, mais tout ce qui concerne le jiu-jitsu, les self-défense, etc., ça donne une confiance en soi, ça permet même de changer son comportement dans la rue, la manière dont on s'adresse aux autres, etc. Donc vraiment, d'ailleurs, je conseille vraiment toutes les femmes, toutes les jeunes femmes, les adolescentes à faire comme ça ce type de sport-là. Ça permet sport vraiment de combat, d'autodéfense. Voilà, exactement. Ça permet. C'est pas juste pour faire du sport, en fait. Ça te permet vraiment d'expérimenter comme ça un rapport à l'autre qui est comme ça sûr de soi, etc., etc. Et c'est je pense assez important. Et donc oui, parce que ce que je disais tout à l'heure pour commencer, c'est que moi je me suis pas inventé une vie de militante, en fait. Je me suis pas dit à un moment donné je vais militer sur des questions politiques parce que je vais changer le monde, etc. Non, moi je voulais changer ma petite vie, en fait. Tu vois, donc à partir du moment où on a subi des choses, où j'ai subi des choses moi dans ma famille, etc., au fur et à mesure, voilà, je me suis organisée avec d'autres. Et on avait un point commun, c'est qu'on subissait la même chose pour lutter contre ces violences et discriminations, etc. Alors défendre sa petite vie, c'est un mot qui est fort, effectivement. Quand on subit des discriminations, quand on subit une injustice, quand on est enfant, on subit une injustice, la première chose qu'on va faire, c'est aller référer soit à son parent, soit à son professeur ou peu importe. Quand on subit des discriminations en tant que citoyenne franco-maghrébine, entre autres, effectivement, c'est beaucoup plus difficile de se dire que moi, ce qui m'a touchée, ce qui m'a blessée, ce qui m'a rendue en colère, je suis capable de le transformer en action positive pour justement venir aussi en aide aux personnes qui subissent la même chose que moi. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça, Fatima ?
déjà à sortir du carcan qu'on a dans la tête, de se dire oui, je suis capable de me rebeller, de construire des choses. Alors bon, moi ça s'est pas fait de manière aussi réfléchie. C'est-à-dire, j'ai pas été dans un processus où je me suis dit comment je vais faire pour me rebeller, est-ce que je vais me rebeller, est-ce que j'ai le choix, etc. Bon, il se trouve que moi vraiment j'ai toujours eu cette posture-là déjà d'analyser tout. Tu vois, mes sœurs par exemple disent que même la poubelle de la salle de bain, je vais l'analyser. Donc vraiment, j'analyse. Est-ce qu'elle est assez remplie? Est-ce qu'elle est trop remplie? Est-ce que c'est mon frère ou ma sœur qui l'a trop remplie? Tout est sujet à débat, tout est sujet. Bon, ça, c'est aussi le milieu familial. Il y avait beaucoup de débats avec tes frères et sœurs. Mais tu peux pas savoir. C'est vrai. Vous débattez quotidien de tout, de chaque élément, chaque détail. En fait, c'était sujet à polémique, à débat, les pour, les contre, les machins. Toute la famille qui est comme ça. Toute la famille, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, tout le monde. On a tous un peu le même tempérament. Et puis surtout, c'est ne jamais se laisser écraser, ne jamais rester dans la passivité, avec aussi ce réflexe de se dire, je vais pas réussir à m'en sortir toute seule. Pour gagner, pour réussir à s'en sortir, en fait, il faut être nombreux et nombreuses. Il faut aller voir les autres. Et alors, l'autre élément aussi, et ça, c'est quand j'ai eu mes enfants. J'ai toujours milité, ça c'est une chose, mais je cite souvent une femme qui s'appelle Fatiha Damish, la Rahma, qui est décédée il y a quelques années, qui faisait partie d'une organisation qui s'appelle le Mouvement Immigration Banlieue, et vraiment il y a une dizaine d'années, il y a 15 ans maintenant, je l'écoutais lors d'une conférence. À l'époque, j'avais pas d'enfant, et c'est vrai que je l'écoutais, et elle m'a vraiment ça m'a bouleversée ce qu'elle disait. Je le fais en cours, il y a notamment une phrase qui m'a frappée. Elle t'a fait le même effet que tu m'as fait, c'est ça? Parce qu'elle disait nous, alors c'était une militante de longue date, et elle disait nous les humiliations, les discriminations, etc. passe encore, même si elle s'est toujours battue contre ça, mais elle disait passe encore, on peut accepter. Par contre, les discriminations et les humiliations que subissent nos enfants, elle disait ça c'est mort. Ça, moi je lâcherai jamais. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai eu mes enfants, j'ai compris ce qu'elle disait. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours battue, mais disons que je vais être plus calme, je vais être plus tranquille. Par contre, dès que mes enfants sont nés, mais à l'hôpital, ça avait déjà commencé en fait. À l'hôpital, ça se passait déjà mal. Tu vois, l'accouchement, les conditions dans lesquelles tu vas accoucher, quel hôpital par rapport à tel autre. Enfin, l'inégalité en France, pas qu'en France, mais je veux dire en France en tout cas, elle est partout, elle est structurelle. Alors là, je me disais, non, je laisserai pas passer. Ouais, pour rebondir ce que tu dis par rapport à ces inégalités, c'est important de le préciser à nos auditrices et à nos auditeurs. En tout cas, tu as mis l'accent dessus. Il se trouve que les femmes d'origine arabe, d'origine noire africaine se sentent mal prises en charge lors de l'accouchement. Pourquoi? Parce que le personnel en réalité a des préjugés qui sont juste dingues, qui quand elles expriment leur douleur, donc chaque femme exprime sa douleur à sa façon, ça n'a rien à voir avec une question d'origine, de couleur de peau ou de quoi ou qu'est-ce. En réalité, elles sont insultées. Moi, je dis qu'elles sont insultées, où on leur dit mais arrêtez votre comédie, où on les laisse justement souffrir pendant des heures, et qu'on a un discours parfois, donc je précise bien parfois, du personnel soignant qui a des préjugés très forts sur les femmes d'origine arabe et noire africaine. Donc toi, tu l'avais ressenti? Ah bien sûr. Alors ce que tu décris, ça a un nom, ça s'appelle le syndrome méditerranéen. Voilà, et des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, des aides-soignants, etc. eux-mêmes témoignent du fait qu'ils ont été formés de manière informelle, ça n'a pas été écrit, mais ils ont été formés autour de ce syndrome méditerranéen. Alors, il explique eux-mêmes, je veux dire, c'est pas simplement du point de vue des usagers, des patientes, etc. C'est aussi du point de vue des médecins, des infirmières, des infirmiers, etc. Alors, c'est quoi ce syndrome méditerranéen? Parce que toi, tu dis, en fait, on est insulté, etc. Non, ça c'est très rare. Parce qu'encore quand t'es insulté, tu peux répondre. Oui. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe avec ce syndrome méditerranéen qui consiste en fait à avoir des préjugés racistes, parce qu'il s'agit de préjugés racistes, sur le fait qu'une femme noire ou une femme arabe, lorsqu'elles vont se plaindre de douleur, en fait, on va considérer qu'elles jouent la comédie et qu'elles exagèrent, que voilà, en fait, elles ont pas si mal que ça, etc. À la différence d'autres femmes, donc blanches par exemple, où là, quand elles vont exprimer elles de la douleur, on va considérer que c'est déjà plus crédible. Voilà, c'est ça le syndrome méditerranéen. Donc c'est complètement raciste. Et alors le problème, c'est que ce n'est pas dit. C'est-à-dire que tu vas pas avoir une infirmière ou un infirmier venir et dire moi j'ai des préjugés racistes et du coup je vous insulte, etc. Et je trouve que vous exagérez. Non, ce qui va se passer par exemple, c'est que toi tu vas demander un traitement et en fait sans qu'on te le dise, on va te donner un traitement en étant dans le déni par rapport à la douleur que tu subis, ou en tout cas en amoindrissant
la douleur que tu subis. Voilà, et sans que tu le saches. C'est-à-dire que toi, tu vas penser que voilà, c'est ça ton traitement, etc. Et sans que tu le saches, en fait, tu vas pas avoir le traitement adapté. Donc c'est ça qui est pernicieux en fait. C'est que tu peux pas vraiment le combattre puisque il est plus vicieux. Voilà, c'est pas dit. Et voilà, alors il y a eu un cas en France qui a un peu réveillé les consciences. C'est une femme, Naomi Musenga, qui est morte, l'année dernière. Elle a appelé le SAMU. Je pense que les auditeurs et les auditrices se sont souvenus. On en a parlé, oui. Voilà, elle avait appelé le SAMU parce qu'elle est en train de souffrir. On l'entend souffrir, etc. Et on entend à l'autre bout du fil deux femmes du SAMU, en fait, qui lui répondent et qui la méprise, se moquent d'elle, etc. Et qui la laissent mourir parce que voilà, quand même, la fin de l'histoire, c'est que Naomi Musenga est morte parce que les secours ne sont pas arrivés à temps. Donc ça peut même se traduire par des morts. C'est pas juste comme ça pour rigoler, quoi. Donc effectivement, et ça c'est tu vois, par exemple, voilà, c'était au moment de l'accouchement de mon premier enfant, ma fille. C'est vrai que voilà, t'es dans un hôpital où tu peux avoir ce type de préjugés et en plus alors tu donnes la vie, donc t'es contente. Tu dis purée, c'est le plus beau jour de ma vie, etc. Et en même temps tu vois ça, enfin tu vois comment ça peut te gacher. Et puis après, je pense que le pire dans ce que tu dis, Fatima, c'est que toi tu as la chance, comme tu dis, de remarquer le moindre petit détail, mais beaucoup de femmes, notamment celles peut-être qui nous écoutent, en réalité ne perçoivent pas ces signaux d'alerte. Tu vois, parce que quand même ma sociabilité, c'est beaucoup des femmes africaines, nord-africaines ou subsahariennes. Si, c'est beaucoup dans nos discussions, c'est beaucoup dans les échanges. D'accord. D'ailleurs, tu sais, on a par exemple comme ça de manière très informelle une liste d'hôpitaux où il faut pas aller. Malheureusement, c'est des hôpitaux où c'est les seuls qui sont accessibles. Tu vois, moi il y a un hôpital par exemple, vraiment, c'est là où j'ai accouché pour ma première. Horrible, c'est l'hôpital de Montreuil. Enfin, je sais pas si ça a changé depuis, mais André Grégoire, ça s'est très très mal passé. L'hôpital juste à côté, c'est un tout petit hôpital, une petite maternité, c'est les Lilas, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc, mais tu vois que c'est pas la même classe sociale. Hôpital des Lilas, c'est plutôt classe moyenne, classe supérieure. Hôpital André Grégoire, c'est une usine et où t'as beaucoup de classes populaires. Tu vois, donc évidemment que les gens sont pas traités de la même manière. Donc c'est pas qu'une question de préjugés, c'est aussi une question de moyens, hôpital par hôpital. Tu vois, donc c'est un problème énorme. Mais si je pense qu'au contraire, il y a une vraie conscience là-dessus. C'est juste qu'on n'a pas l'espace, bon à part ici, grâce à toi, mais on n'a pas beaucoup d'espace pour pouvoir exprimer cette prise de conscience. Mais c'est dans les réseaux informels. On en discute comme ça, de manière informelle. Alors cette prise de conscience, nous en tout cas, on l'a bien reçue, on l'a bien compris. Donc comment est-ce que on l'a compris ? C'est effectivement par les actions que tu proposes tous les vendredis. Voilà, donc est-ce que tu peux nous parler de ton travail tous les vendredis ? T'es sur une thématique où tu présentes en réalité un sujet, voilà, où tu sensibilises et tu informes. Et après, je crois, tu as un espace justement avec les femmes qui participent, mais pas que les femmes, je pense qu'il y a aussi des hommes, pour justement leur apprendre à se former. Alors effectivement, mais je rectifie tout de suite. C'est pas une fois par semaine parce que déjà je suis au bout de ma vie. Une fois par mois. Je crois que j'aurais déjà décédé depuis longtemps l'année dernière. Bon. Donc non, c'est une fois par mois. Et c'est bien. C'est bien parce que alors c'est le réseau Clash Jean Ras qui organise, donc je le fais en tant que réseau Clash Jean Ras, une fois par mois, une problématique qui est familière des femmes issues de l'immigration postcoloniale, des femmes des quartiers, on va dire. Donc on a questionné, on a travaillé sur la question du viol, la question des violences obstétricales, la question de la santé mentale, la question des femmes migrantes, là bientôt la question des discriminations au travail et la question de l'engagement, notre engagement dans les quartiers populaires. Donc et on soupçonne, parce que ça fait quand même des années qu'on travaille là-dessus, que ce sont des problématiques qui sont importantes, qui sont prioritaires pour les femmes des quartiers. Effectivement, alors on se retrouve tous les mois donc à la fac, à Paris 7, et là on travaille sur des projets ensuite qu'on va récupérer sur le terrain. Et là souvent c'est pris en charge par exemple par le front de mer, parce que du coup je prends mon autre casquette front de mer. Par exemple, on a réfléchi quand on avait travaillé sur les violences obstétricales, il y a des femmes qui étaient venues témoigner de la difficulté qu'elles ont eu d'allaiter en France, parce que c'est pas quelque chose qui est très valorisé en réalité en France, surtout quand on est de classe populaire. Ah oui, les bobos. Chez les bobos, ça passe mieux. Chez les bobos, ça passe mieux d'allaiter. Par contre, classe populaire, on va plutôt te mettre une pression pour retourner travailler, par exemple. Et c'est vrai que t'as pas beaucoup de congés maternité. Et alors toi, tu vas demander, par exemple, moi, si c'était mon cas, moi, j'ai voulu allaiter mes enfants, et d'ailleurs, j'ai fait, je les ai allaités 2 ans, mais ensuite,
dans le milieu du travail pour pouvoir imposer le fait que bah oui, mais c'est pas parce que je travaille que je vais laisser mon enfant sans l'allaiter. Mais qu'est-ce qu'on fait? On emmène l'enfant avec une question idiote, non, mais pratique. De manière pratico-pratique, toi tu demandes, moi par exemple ce que je demandais c'est de pouvoir tirer mon lait par exemple, mais tout était entravé, tu vois, et puis on te prenait de haut en mode oh là là. C'est-à-dire que théoriquement on va dire oui bien sûr il y a pas de problème etc. Et ensuite concrètement on va te mettre des bâtons dans les roues, on va te faire comprendre que bon c'est bon, arrête de faire la maman, maintenant il faut que tu bosses quoi. Donc voilà, donc et c'est vrai que donc en France c'est pas très valorisé selon qui l'on est, selon la classe sociale. Donc nous on s'est dit bah vas-y, on va faire une journée de l'allaitement, on va organiser ça et on va valoriser, on va montrer à quel point c'est bien. Alors on est féministe, il se trouve que en France les féministes du dimanche, c'est comme ça que je les appelle, pour elles c'est quelque chose de contradictoire en fait, d'être féministe et d'allaiter son enfant par exemple, d'être féministe et de s'occuper de l'éducation, de se dire il y a ce côté non mais moi il y a d'autres choses aussi, il y a des féministes qui acceptent pas les femmes notamment qui portent un foulard, ça c'est les féministes du dimanche. Elles font partie du même délire du dimanche. Et nous on dit c'est pas parce que je suis une femme que je suis pas une mère. Il faut bien que quelqu'un il réfléchisse, s'occupe et les protège quoi. C'est quand même voilà. Et du coup voilà, dans une perspective féministe, on a dit voilà, on va valoriser ça, on va montrer à quel point voilà nos enfants. Alors ça veut pas dire qu'on veut obliger les femmes à allaiter. Évidemment, il s'agit pas du tout de ça. Chacune voilà après avec ses envies, ses problématiques, etc. Mais en tout cas que celles qui veulent allaiter leurs enfants puissent être facilitées. Donc voilà le type de projet sur lesquels on part. Oui, alors ce qu'on retient effectivement, c'est que par le biais de ton réseau Classe genre et race, tu interviens sur des problématiques aussi qui sont sur des sujets d'intérêt féminin. Le cœur de ton action ou en parallèle peut-être, tu es aussi fondatrice de Front de Mer. Donc Front de Mer qui est une association, voilà, un réseau qui est chargé de donner justement une résonance nationale au combat que mènent les collectifs de parents au niveau local. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Et peut-être juste avant, j'aimerais te faire rebondir sur une belle phrase que tu as dit dans un contexte dramatique, mais une belle phrase quand même, où tu te disais prête à servir de bouclier entre la police et nos enfants. Voilà, ma chère Fatima. Alors effectivement, il y a des collectifs de parents qui existent depuis longtemps en France, depuis des décennies en réalité, donc des parents qui se battent au niveau local pour leurs enfants. Bon, nous on a décidé en plus de ça, donc moi je milite effectivement dans une association notamment à Bagnolet, à Montreuil, dans une association de parents. En plus de ça, on a décidé de créer un syndicat, parce que le Front de Mer c'est un syndicat de parents, pour justement donner une ampleur, enfin une perspective nationale comme tu l'as très bien dit, et politique aussi, à cet engagement des parents pour protéger leurs enfants, surtout dans un contexte où le gouvernement, les gouvernements détruisent l'école publique, où nos enfants sont réprimés par la police. Tu parlais du contexte dramatique à l'instant. Voilà, en décembre, le mouvement lycéen a été fortement réprimé. Alors, je vais être très concrète là pour le coup parce que justement, j'invite nos auditeurs et nos auditrices à s'intéresser à ce sujet en particulier qui est vraiment d'actualité. Je vais donner un exemple. À Ivry, au mois de décembre, il y a eu donc le mouvement lycéen qui a rejoint en quelque sorte le mouvement des Gilets jaunes. Tu sais que un certain nombre de lycéens ont été visés par la police, bien sûr, par les CRS, à Mantes-la-Jolie. Exactement. Certains ont perdu un œil, certains ont perdu une mâchoire. Enfin, il y a un petit à Garges-les-Gonesse qui a eu, qui a été complètement défiguré, etc. Il y a eu un certain nombre de jeunes comme ça qui ont été mutilés en fait par la police. Bon, à Ivry, pour un tag. Tiens-toi bien, Macron démission, donc c'est un tag qui a été fait à l'extérieur du lycée par peut-être par des lycéens, Nix et eux, mais en tout cas voilà, on les soupçonne d'avoir fait ce tag Macron démission, c'est quand même pas Macron démission. Ils ont fait 36 heures de garde à vue, ils ont 16 ans. Donc à 16 ans, tu fais 36 heures de garde à vue pour un tag parce que tu es soupçonné d'avoir écrit un tag Macron démission. La proviseure de leur lycée, donc c'est le lycée Romain Rolland à Ivry, a porté plainte contre ses élèves. Bon, déjà tu te dis purée, elle porte plainte contre ses élèves quand même, elle va à la police, etc. pour un tag Macron démission. Bon, d'autres élèves en solidarité avec leurs camarades qui a été visé par cette plainte, ont fait des tags pour dire voilà on veut pas retirer la plainte, etc., etc. Bon, des tags plus ou moins injurieux, mais je veux dire voilà, c'était le mouvement social à ce moment-là, les gilets jaunes, etc. Ils viennent de faire 36 heures de garde à vue cette semaine, 2 mois après. Donc ceux qui ont fait
les deuxièmes tags. Des mineurs? Des mineurs, 16 ans. Ils ont 16 ans. Bon, ils sont tous issus d'immigration comme par hasard, les 6. Enfin, moi, je vois les noms, c'est que des, voilà, il y en a au moins, 4 d'origine maghrébine, un d'origine asiatique, etc. Donc, déjà, tu te dis, bon, voilà, c'est pas n'importe qui. Mais surtout, ils ont été perquisitionnés à 6 heures du matin chez eux pour retrouver la bonbonne de peinture. 42 policiers. 42 policiers. J'ai vu passer ont cette débarqué chez 6 familles. Ils les ont traumatisés à 6 heures du matin pour une perquisition pour des tags. Ils ont fait 36 heures de garde à vue. Voilà. Et quand ils sont retournés au lycée vendredi, là, on les a accueillis. Déjà, tous n'ont pas pu retourner au lycée en leur disant des excuses écrites. Et en plus, ils vont passer en conseil de discipline avec un risque d'exclusion. Qu'est-ce qu'on fait, en plus, Fatima? double peine. Donc voilà, donc avec d'autres parents, on va s'organiser, notamment avec les parents d'Ivry, parce que c'est eux qui sont principalement concernés, et les lycéens d'Ivry, puisque alors, eux sont vraiment concernés. Voilà, on va certainement organiser, parce qu'évidemment cette perquisition, ces gardes à vue, c'était juste avant les vacances. Tu vois, c'est vraiment pour empêcher toute mobilisation. Mais c'est pas grave, ils nous empêcheront rien du tout. C'est-à-dire que là, au contraire, on est en train de travailler, etc. Et il va y avoir certainement une mobilisation à la rentrée pour faire que au moins, il y ait l'abandon des poursuites. C'est-à-dire dire, c'est bon, ils ont payé, ils ont fait 36 heures de garde à vue, ils ont été traumatisés, il y a eu perquisition. Mais les parents, ils peuvent même porter. Enfin, moi, ça arrive à mon enfant. Je dis moi, mais peut-être que d'autres parents y ont réfléchi, notamment les parents concernés. Est-ce qu'on peut se dire que face à ces excès de pouvoir, ces ailes de pouvoir de la directrice ou de la police en tant qu'institution, est-ce que nous, en tant que parents, on peut porter plainte pour traumatisme subi par nos enfants? Voilà, mais du coup, ça appartient aux lycéens concernés, à leur famille, à leurs parents. Donc, on va voir un peu la suite. En tout cas, pour le moins, parce qu'il y en a aussi qui demandent la démission de la proviseure, etc. Mais pour le moins, donc les mots d'ordre sont divers. Non, pour le moins, nous, ce qu'on demande, parce que normalement, il y a un procès en novembre pour ces jeunes soupçonnés de tag. Nous, on demande, voilà, c'est bon, arrêt des poursuites et surtout pas de conseil de discipline, parce que c'est double peine en fait, c'est double peine. Et ils ont déjà assez souffert comme ça. Voilà. Et donc il y aura cette mobilisation. Ce sera à Ivry. Donc pour les personnes qui sont intéressées, voilà, elles peuvent se tenir informées sur la page du Front de Mer notamment. Voilà, on donnera toutes les infos. Alors j'aimerais bien que tu nous donnes ton mot de la fin, ma chère Fatima. Donc le mot de la fin, c'est un rendez-vous normalement qui est prévu en dehors de l'émission après 18h. Donc toutes nos invités y ont droit. Mais comme tu ne vas pas tarder à partir, et on va voir ton mot de la fin en direct. Donc ton mot de la fin, Fatima, ton appel à la mobilisation, ton call to action, ton message à faire passer aux femmes en général sur la thématique que tu souhaites. Alors, mon mot de la fin, ce serait de dire que quelles que soient les violences que l'on subit, quelles que soient les discriminations que l'on subit en tant que femme ou en tant que mère de famille, toujours se battre et toujours le faire de manière collective. C'est-à-dire, faut jamais essayer de régler ses problèmes dans des stratégies individuelles, dans son petit coin de manière isolée, mais au contraire, toujours le faire de manière collective et ne jamais se laisser écraser. Parce que certaines femmes peuvent avoir l'impression que parce qu'elles vont se bouger, parce qu'elles vont revendiquer, parce qu'elles vont se mobiliser, en fait, elles vont subir des représailles. Oui, et en réalité, c'est l'inverse. En réalité, mon expérience, tu vois, montre, et je mens pas, vraiment, je m'appuie sur des expériences réelles, concrètes, montre que plus tu te bats, plus tu milites, et moins tu es discriminé, moins tu es violenté, et moins tes enfants sont discriminés et violentés. Ça, je peux le prouver. C'est-à-dire que, voilà, plus moi je me suis battue ces dernières années, et moins maintenant j'ai de problèmes avec les institutions pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne mon mari ou mes enfants. D'accord. Donc individuellement, tu penses que ça, voilà, tu es sûr collectivement. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as un problème, faut voir les autres personnes qui ont un problème, créer un collectif, créer une association et ne pas se laisser faire. C'est parce que c'est tout simple en fait. Parce que tu te laisses pas faire, parce que tu défends ta dignité, tu vas être respecté dans ta dignité. Si toi-même tu te laisses faire et si tu te dis non mais je veux pas faire de problème, il faut être discret, etc. Les gens ne te respectent pas. C'est aussi simple que ça. L'institution en France ne respecte pas les gens qui ne défendent pas leur dignité. Par contre, elle a peur des gens en collectif, pas des gens isolés. Encore une fois, attention, il faut toujours faire des démarches collectives, des pétitions, des associations, des collectifs, etc. Là vraiment, on est tranquille et c'est la meilleure manière de se protéger et de protéger ses enfants. Donc si, chère auditrice ou même cher auditeur, parce que vous êtes aussi parents de vos propres enfants, vous avez ressenti une discrimination, vous n'êtes pas d'accord, vous lui dites que non, il faut que je me bouge. Moi, en tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur la page
Front de Mer, donc Front de Mer, hein, comme les mers. Donc c'est un réseau justement qui peut vous aider à vous organiser. Voilà, vous donner les bonnes pratiques. Voilà, parce qu'en réalité c'est ça qui est le plus difficile. Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on revendique une action? Comment on la fait porter à la connaissance du plus grand nombre? Exactement, et t'as bien résumé, c'est exactement ça, Hanan, merci. C'est-à-dire qu'il s'agit pas de faire à la place des gens, c'est-à-dire que il s'agit pas de voir des personnes qui nous contactent et qui nous disent mais réglez-moi mon problème. Non, nous on est plutôt dans une démarche où des personnes ont un problème, on va les aider effectivement à s'organiser parce que voilà, on peut pas faire à la place des gens, mais par contre on peut donner des moyens de par nos expériences en fait, pour que les personnes puissent en sortir à terme. Merci Fatima. Merci à toi. Je t'en prie. Donc chers auditeurs, chères auditrices, on va lancer une petite musique et on se retrouve donc juste après avec un reportage donc où on va parler des femmes en prison. Donc on aura l'occasion justement d'écouter la juge Isabelle Rome, donc qui est présidente de l'association Femmes de Liberté et qui a décidé de passer près d'1 an à la prison des femmes de Versailles. Et juste après ce reportage de 3 minutes, on se retrouvera donc avec Margot Vessier, secrétaire générale de Génépi. Voilà. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Nous sommes de retour, chères auditrices, chers auditeurs, donc sur les ondes de France Maghreb 2 pour l'émission Par les femmes, et nous allons parler donc des femmes et de la prison. Et nous sommes donc avec Margot Vessier, donc Margot Vessier qui est secrétaire générale de l'association Génépi, qui est une association donc étudiante qui milite pour le décloisonnement des institutions carcérales. Donc voilà, chaque année, des centaines de bénévoles du Génépi écartent les barreaux de la prison pour recréer des liens entre la société et les personnes incarcérées. Margot Vessier, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va et vous? Oui, ça va très très bien. On vous remercie en tout cas de cette interview, donc qui est réalisée par téléphone. Alors Margot, est-ce que vous pouvez nous présenter justement l'association Génépi avec vos propres mots? Depuis quand est-ce qu'elle existe et quels sont vos objectifs et vos actions? Alors, c'est une association qui existe depuis 46 ans maintenant et qui a pour objectif de faire des liens entre les personnes incarcérées, entre la prison et l'extérieur. Et ça passe par plusieurs actions. Celle pour laquelle on est la plus connue, c'est d'intervenir auprès des prisonniers directement en faisant en proposant différents types d'activités. C'était à la base beaucoup du soutien scolaire et puis ça s'est diversifié au fur et à mesure et c'est devenu des ateliers théâtre, des ateliers photos, des débats politiques, des revues de presse pour parler de l'actualité, etc. Donc ça, c'est des activités qu'on fait directement en prison. Oui. Et puis, on a une grosse partie aussi de sensibilisation. Donc on va à la fois dans les collèges et dans les lycées, on est invité par les profs pour parler de la prison, pour parler de la justice en France. Et de manière générale, on fait des événements là où les groupes locaux sont implantés. C'est une association nationale et pour parler de la prison et sensibiliser le public qui connaît pas beaucoup en fait la prison, qui a beaucoup de fantasmes, beaucoup de préjugés à ce qu'est réellement l'incarcération, ce que ça veut dire pour les personnes, pour leurs familles, voilà. Alors le préjugé le plus important, le plus répandu selon vous, Margot? Ce qu'on entend, enfin ce que j'entends le plus souvent, c'est que la prison c'est le Club Med. Oui. La prison, c'est facile, les détenus ont des PS2, jouent à la Play, à la Xbox, et qu'ils sont logés, nourris, blanchis, donc on ne devrait pas les plaindre. Alors en fait, ça c'est très éloigné de la réalité. La réalité, c'est souvent que être en prison, c'est être éloigné de sa famille, c'est très difficile psychologiquement, donc ça c'est pour le mental. Et après, les conditions d'incarcération en France sont assez terribles. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à cause de ces conditions d'incarcération. On a des prisons dans lesquelles il y a des puces, il y a des rats, les détenus ne peuvent pas se laver. Une surpopulation par contre, on peut se laver que notamment 3 fois par semaine. Donc c'est vrai que c'est loin d'être le Club Med et voilà, ça pose question que les gens font ça alors que c'est pas ce qui se passe en réalité. Oui, on parle justement de surpopulation. Donc parmi vos membres d'honneur, on compte la ministre de la Justice, en tout cas qui l'a été jusque 2016, Christiane Taubira. Donc justement sur cette surpopulation, je
je crois qu'elle a milité, en tout cas qu'elle a pointé du doigt cette surpopulation, mais depuis des années et des dizaines d'années, on en parle et absolument rien ne bouge. On a entendu parler de quelques ouvertures de prisons par-ci par-là, mais aujourd'hui, l'État, le gouvernement, les parlementaires ne semblent pas réellement prendre à corps le sujet. Peut-être que c'est un préjugé. Qu'est-ce qui se passe au niveau du gouvernement et de la justice? En réalité, en fait, on a une surpopulation carcérale. Aujourd'hui, on a 70 000 détenus pour environ 60 000 places. Donc, il y a entre 10 et 12 000 détenus de plus de places de prison. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que la solution, c'est pas de construire plus de prisons, mais d'enfermer moins. Parce qu'en fait, on a des personnes qui sont, par exemple, cet été, il y a un homme qui s'est suicidé à Fleury-Mérogis en prison, et il était là parce qu'il n'avait pas payé son titre de transport. Il y a des personnes qui sont là parce qu'elles n'ont pas payé leur pension alimentaire. Il y a des personnes qui sont là pour des délits très courts, des délits qui font qu'ils pourraient purger une peine à l'extérieur, être sous une autre forme de sanction par l'État, et c'est pas des peines qui sont très utilisées. Aujourd'hui, en France, l'enfermement est un peu la peine de référence. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui vont en prison qui n'ont pas vraiment leur place. Et en plus, quand on voit ce que leur fait la prison et à quel point elle les désinsère et à quel point elle peut les rendre malades, leur faire perdre leurs liens familiaux, on pense vraiment que la solution, c'est pas construire plus de personnes pour en enfermer plus, mais au contraire, condamner de manière différente ou condamner moins pour qu'il y ait moins de gens en prison. Tout à fait. Alors effectivement, sur un total de 70 059 personnes incarcérées, donc au 1er janvier 2019, on a, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, 2534 femmes qui sont détenues, donc soit 3,6%. Donc on a diffusé juste avant votre passage antenne le reportage qui a été dédié à la juge Isabelle Rome, qui justement pointe du doigt ces discriminations, ces stigmatisations, le fait que de par leur faiblesse numérique, elles aient des difficultés que ne connaissent pas les hommes. Quelles sont ces difficultés supplémentaires? Alors, déjà, les places de prison pour femmes, elles sont beaucoup plus réparties au nord du pays. D'accord. On a 2 prisons qui sont réservées uniquement aux femmes, c'est à Versailles et à Rennes. Et sinon, dans les autres, donc au nord du pays, et dans les autres endroits où les femmes sont incarcérées, c'est des quartiers réservés aux femmes à l'intérieur de prisons d'hommes. Comme l'administration pénitentiaire ne souhaite pas une grande mixité, ou en tout cas que les hommes et les femmes se voient en prison, fassent des activités ensemble, c'est très rare. Les femmes sont un peu confinées dans leur quartier. Elles ont un accès, par exemple, moins facile au quartier où elles peuvent voir un médecin. Elles ont un accès moins facile au travail. Donc elles ont un accès au sein des prisons qui est plus compliqué. Et après, de manière générale, quand un homme est incarcéré, sa famille a tendance à plus venir au parloir, être en soutien, etc. Alors qu'une femme à qui il arrive ce genre de choses, elle va plutôt être abandonnée par son entourage. Donc on voit les femmes sont beaucoup moins visitées en parloir que les hommes. Elles sont rejetées par la société? Elles sont moins, on voit qu'elles sont moins visitées en parloir que les prisonniers hommes. Et après, au sein même de l'incarcération, il y a tout un tas de problèmes de santé qui peuvent se mettre en place, qui touchent aussi les hommes, mais qui, pour les femmes, peuvent être d'autant plus difficiles. Par exemple, quand on est incarcéré, au bout d'un moment, on arrête d'avoir ses règles parce qu'on perd un sens du... Enfin, le temps qui passe n'est plus le même, on perd des dents, on perd des cheveux, etc. D'accord, donc le corps le ressent, Margot? C'est incroyable. Le corps ressent cette mise à pied, en fait, cette mise à l'écart de la société, et ça c'est incroyable, oui. Voilà. Alors, ce qui va nous intéresser également, on parle effectivement des femmes en prison. Il arrive qu'elles soient mères de famille, ou il arrive également qu'elles soient enceintes au moment de leur incarcération. Oui, donc, qu'est-ce qui se passe justement pour ces femmes-là, et pourquoi justement ce lien entre l'enfant, qui est important, que ce soit un nourrisson, enfin un enfant qu'on porte encore dans son ventre, ou un nourrisson, ou un adolescent, ou peu importe. Comment ça se fait que l'État, le gouvernement, les associations en général n'ont pas réussi justement à préserver ce lien?
Bah en fait, quand une femme est incarcérée et qu'elle est enceinte, si au moment de son accouchement elle est toujours incarcérée, elle peut garder son enfant avec elle pendant 18 mois. D'accord. Et au bout de ces 18 mois, l'enfant est soit retourne à l'extérieur avec sa famille, soit est placé si la maman n'a pas de famille à l'extérieur. Donc c'est vrai que ça crée donc c'est 60 accouchements qui ont lieu de lien à 1 an et demi avec l'enfant, ouais. Oui, excusez-moi Margot. Donc c'est 60 accouchements en fait qui ont lieu en prison chaque année, voilà. 40 à 60, c'est assez difficile d'estimer, mais ça dépend des années. Mais oui, c'est environ ce nombre d'enfants qui naissent. La subtilité des femmes qui ont un enfant avec elles en prison, c'est qu'elles ne sont pas avec les autres détenus. D'accord. Elles sont isolées soit dans une cellule, soit dans un quartier spécifique, comme il y en a par exemple à la prison de Fleury-Mérogis. Et du coup, ça peut être difficile pour les femmes d'être seulement avec leur enfant toute la journée, de pas avoir d'autres proches pour aider avec toutes les tâches du quotidien, pour se relayer, etc. Quand on a un enfant qui vient de naître, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont différentes, il y a plein de choses à faire, et on a accès à des produits. C'est plus difficile d'avoir accès à tout un tas de produits dont on a besoin. Voilà, et c'est la même chose pour les femmes qui sont enceintes. L'accès aux soins en prison existe, mais reste parfois difficile, notamment pour les soins gynécologiques. Et des femmes qui vont être enceintes vont parfois avoir un manque de suivi gynécologique pour leur grossesse. Ce qui est hallucinant, je prends connaissance, en tout cas je vous fais prendre connaissance des chiffres de l'Observatoire international des prisons, donc de l'OIP, la taille même des cellules. Donc normalement pour une cellule mère-enfant, en théorie, il est prévu d'avoir une cellule de minimum 15 mètres carrés, et même là, ça n'est pas le cas. Outre chiffre aussi très alarmant, au niveau des nurseries, on a seulement 60 places qui sont réservées à des mères avec des enfants. Pour ma part, j'ai vraiment l'impression, en tout cas à la lecture de ces données, voilà, officielles, qu'il y a un réel désintéressement de la part des pouvoirs publics sur la situation de ces femmes en prison. Est-ce qu'aujourd'hui, hormis le Génépi, on a d'autres associations justement qui sensibilisent et qui permettront peut-être d'améliorer les conditions de ces femmes-là? Vous avez cité l'OIP, donc l'Observatoire international des prisons, qui est très présent sur ces questions et qui a notamment fait toute une série d'articles, on n'en a pas parlé, sur les femmes transgenres incarcérées. D'accord. Qui sont, de par leur état civil ou de par une décision de l'administration pénitentiaire, vont être placées dans les quartiers hommes, à l'isolement, parfois avec une rupture de leur traitement hormonal, oui. Et donc dans une situation d'isolement assez forte. Il faut savoir que ces femmes, en particulier, sont souvent de nationalité étrangère. D'accord. Et quand on parle pas français en prison, et ça c'est valable pour les femmes transgenres et pour les femmes, toutes les femmes cisgenres aussi, en prison tout passe par l'écrit et par les lettres entre l'administration et la prisonnière. Et donc quand on parle pas français, c'est très compliqué. Les surveillants aussi généralement ne parlent que le français, donc la communication ce par quoi passent les parloirs, passe la possibilité d'acheter de la nourriture, etc. Toute la vie passe par l'écrit, et donc du coup c'est assez compliqué pour quand on ne parle pas français d'avoir une vie normale en prison. Alors les femmes en prison, c'est effectivement des femmes qui sont à l'intérieur des prisons, des femmes françaises, mais depuis quelques années déjà, on a effectivement aussi cette situation des femmes migrantes. Donc elles sont moins nombreuses que les hommes migrants sur le territoire français, mais elles existent, et elles ont aussi à faire des passages au niveau des centres de rétention. Est-ce que, Margot, vous avez connaissance de cette situation ? Oui, tout à fait. Donc au Génépi, on essaye de plus en plus de s'informer et de mettre en place des actions vis-à-vis de cette situation, parce qu'en fait, on a une réelle continuité entre la répression de l'immigration en France, donc les centres de rétention administrative, quand les personnes arrivent sur le territoire et que l'administration considère qu'elles n'ont pas les papiers nécessaires pour circuler sur le territoire. Parfois, on a une continuité entre ces centres de rétention administrative et la prison.
quand les personnes vont, par exemple, être arrêtées par la police et condamnées pour un fait, elles ne vont pas être libérées ensuite, elles vont directement aller en centre de rétention administrative et placées et renvoyées dans leur pays potentiellement. Donc c'est vrai aujourd'hui, ces centres de rétention administrative sont à la fois en continuité avec la prison et commencent de plus en plus à ressembler à la prison, d'autant plus depuis l'année dernière, la durée maximale de rétention est passée de 45 jours à 90 jours, Oui. donc ça devient de réels lieux d'enfermement. Tout à fait, et des lieux, en tout cas dans d'autres pays, mais aussi en France, on en avait parlé, où les enfants sont séparés de leur mère. C'est quand même dramatique. Les femmes en prison, on m'en a parlé et on m'a demandé à juste titre, Fatima Wassak m'a demandé justement de ne pas oublier les femmes de prisonniers. Donc elles ne sont pas à l'intérieur des prisons, mais elles ont à vivre et à ressentir l'emprisonnement et l'enfermement de leurs compagnons. Ça impacte de toute façon le couple. Ça peut amener à des séparations, à des divorces. Et à côté de ça, on a aussi des femmes qui restent fidèles à leurs compagnons, à leur mari. Est-ce que vous accompagnez justement ces femmes de prisonniers ? Il nous arrive d'avoir des contacts avec des femmes de détenus qui nous appellent pour nous demander des conseils, qui parfois sont en conflit avec l'administration, ont du mal à comprendre comment tout fonctionne, comment on peut aller en parloir, quelles sont les règles à respecter, parce que c'est de nombreuses règles, de nombreuses contraintes auxquelles font face ces femmes qui accompagnent les détenus. Et c'est vrai que quand on parle des femmes en lien avec la prison, la majorité de ces femmes, c'est des femmes proches de personnes incarcérées. Ça peut être les compagnes, mais ça peut être aussi les mères, les sœurs, les tantes. Et c'est tout un réseau qui soutient les personnes incarcérées. Et ce soutien passe par parfois faire la lessive, aussi envoyer de l'argent parce qu'on a besoin de 100, 200 euros pour vivre décemment en prison et acheter tout ce dont on a besoin. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais le Club Med, c'est pas du tout ça. On a besoin d'argent pour vivre en prison. Bien sûr. Soit on peut travailler, soit c'est la famille qui soutient. Et il faut, il y a toutes des démarches administratives à faire, aller en parloir, se déplacer, aménager son emploi du temps de travail pour pouvoir aller rendre visite sur des horaires assez définis aux personnes qui sont incarcérées. Et puis il y a toutes les conséquences indirectes auxquelles on pense pas. Mais quand un conjoint, un proche est incarcéré, le salaire qui aidait à faire vivre la famille du coup disparaît. Et c'est des femmes qui peuvent se retrouver dans des situations de précarité aggravée, dans des situations de solitude. On peut être rejeté de sa famille, rejeté de ses proches en raison d'incarcération. Donc il y a vraiment toute une réflexion et plein de choses à penser autour des femmes qui ont des proches incarcérés. Tout à fait. Alors il y a effectivement aussi des choses à penser autour de la sexualité en prison. Donc on a des unités de vie familiale, ce qu'on appelle des UVF, qui ont été ouverts depuis 2003. En 2016, on dénombre malheureusement peu d'établissements équipés, je voudrais dire, donc seulement 28 établissements sur 188. La sexualité des femmes en prison, est-ce qu'elle est aussi difficile que pour les hommes ? Par exemple, pour les hommes, ils ont la possibilité de leur sexualité est beaucoup moins réprimée que celle des femmes par l'administration. D'accord. Ils ont la possibilité d'obtenir des préservatifs facilement. Ils ont la possibilité d'obtenir des revues de pornographie, ce qui n'est pas du tout possible chez les femmes. D'accord. Où on leur donne pas du tout la possibilité d'avoir des préservatifs, d'avoir tout ce dont elles ont besoin en lien avec leur sexualité. Comme elles sont moins visitées, c'est vrai qu'elles ont moins tendance à pouvoir avoir accès à des relations sexuelles. Et le fait d'être incarcéré, a fortiori pendant longtemps, fait qu'on a une possibilité d'avoir des relations sexuelles qui diminuent et qui du coup a un impact direct sur la santé psychique. Et c'est d'autant plus vrai chez les femmes. Tout ce qu'on dit sur les conditions de vie des hommes incarcérés, ça se renforce et ça se décuple
chez les femmes incarcérées. On a pratiquement l'impression, en tout cas l'Observatoire international des prisons le décrit en tant que tel, qu'on a une institution qui interdit les relations sexuelles sans le dire. Voilà, un des tours de force de l'institution carcérale. Margot Vessy, je vous remercie pour ce témoignage. Où est-ce qu'on peut vous suivre ? Alors, on a un compte Twitter et une page Facebook au niveau national, et puis après... vos auditeurs peuvent habiter n'importe où, on est présent partout sur le territoire, dans toutes les régions, dans les grandes villes étudiantes en majorité, et on a des pages Facebook locales. Et pour nous contacter, il y a toutes les adresses de ces groupes locaux, de ces régions, sur notre site internet, genepi.fr. Et voilà, on attend toujours des nouveaux bénévoles, donc ce sera avec plaisir. Avec grand plaisir. Un bénévole, quelle est son action ? Voilà, peut-être expliquer à nos auditeurs comment justement il peut venir en soutien à ces femmes et ces hommes. L'interview, à la fois de l'action auprès des personnes incarcérées et ou de l'action de sensibilisation auprès des étudiants, des collégiens, des lycéens et du grand public au sujet de tout ce dont on a parlé, les conditions d'incarcération, la justice, le surenfermement de la population. Donc les actions auprès des personnes incarcérées, ce sont des visites, ce sont des lettres, qu'est-ce que c'est exactement ? Non, la plupart de nos actions, ce sont des ateliers collectifs avec 2-3 bénévoles et 5, 6, 10 personnes, 10 prisonniers auxquels on propose des ateliers collectifs. Vous intervenez dans combien de prisons ? Ça dépend des années. Je pense que sur ces dernières années, on intervenait dans environ 60 prisons sur tout le territoire. Et il y en a 180. Oui, 170. 188, voilà. Oui. Mais il y a beaucoup de prisons qui sont isolées et qui sont loin des grands centres urbains dans lesquels nous on est. Tout à fait. Ça nous pose problème pour nous parce qu'on ne peut pas faire d'activité, mais c'est surtout aux familles auxquelles il faut penser parce que si elles sont difficiles d'accès, c'est aussi difficile de s'y rendre pour les parloirs, justement. Bon, en tout cas, en ce qui concerne les bénévoles du Genepi, ils interviennent auprès de tous les publics en détention, donc les majeurs hommes et femmes, mais également les mineurs hommes et femmes. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, donc Genepi, Genepi, donc Genepi France sur Facebook, Genepi France sur Twitter. Et Margot, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à journée. vous. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, mon cher Medjahed, donc Sakina, l'agenda de Sakina qu'on retrouve habituellement toutes les semaines, c'est moi qui vais le proposer. Sakina, une extension de voix. Donc, vous me retrouvez pour vous présenter donc la sélection de Sakina Event juste après la publicité. Ah, voilà, la pub, on arrive tout de suite. Bougez pas. Par les femmes. Sur France Maghreb 2. Tous les dimanches de 16h à 18h. Hanan Zawani présente Par les femmes. Engagée pour améliorer le monde de demain. De retour donc sur les ondes de France Maghreb 2 pour l'émission Par les femmes, et on va donc vous présenter, chers auditeurs, chères auditrices, le programme culturel de la semaine, donc qui est proposé par l'agenda de Sakina Event. Donc un premier rendez-vous que nous propose Samia, que l'on salue et à qui on souhaite un bon rétablissement, c'est justement de venir découvrir notre univers, l'univers de la radio. Radio France propose des ateliers pendant les vacances scolaires. Donc un atelier qui aura lieu donc le mardi 26 février à 10h, découvrir les ondes symphoniques à la radio. Donc comment aborder la musique sous des angles différents. Donc le mardi 26 février à 10h. Et un autre atelier également qui nous a intéressés, c'est apprendre à écrire un format court qui sera entendu. Donc un format court de 2 minutes. Donc un petit peu à ce qui ressemble en réalité beaucoup à nos chroniques hebdomadaires. Donc voilà, ça aura lieu le samedi 9 mars à 10h précise. L'atelier dure 2 heures. C'est sur réservation, chers auditeurs, et c'est au prix de 12 €. Donc pour justement vous inscrire à ces ateliers, donc le lien est déjà disponible sur la page de Par les femmes. Donc allez sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook, et vous aurez le lien pour vous inscrire. Donc là tout de suite maintenant, il y est déjà.
Donc un autre rendez-vous qui nous est proposé donc par Samia, c'est une sortie instructive, artistique au musée de l'histoire de l'immigration, donc au Palais de la Porte Dorée. Donc ce que nous propose Samia, c'est une visite dessinée avec le dessinateur Damien Roudot, donc au prix de 6 €, donc pour les moins de 18 ans. Voilà. Donc pour retrouver le lien, on vous le mettra juste après l'émission, donc directement sur la page de Par les femmes. Et enfin, voilà, Samia nous a trouvé une petite perle, une plateforme qui propose différents ateliers pour tous les âges sur toute l'Île-de-France. Donc des ateliers scientifiques et créatifs encadrés tout le long de la journée. Donc rendez-vous sur le site internet www.atelierenfantausingulier.com, donc www.atelierenfant.com. Donc cette journée est au prix entre 60 à 85 €, donc l'atelier d'une journée. Donc ce sont des ateliers d'initiation scientifique ou de fabrication de robots, ou encore des ateliers d'art plastique, et c'est disponible donc sur toute la France. Voilà. Et enfin, un dernier rendez-vous que je découvre pour profiter des rayons de soleil, voilà, pour des balades en forêt ou en campagne, afin d'initier nos enfants, les petits comme les grands, au trésor de la nature, découvrir notre belle faune et flore, et surtout les sensibiliser à être acteurs pour préserver notre terre. Donc, vous avez toute une liste de forêts pour randonner dans toute la France sur le site du Rotard. Donc, que vous habitiez Lille, que vous habitiez Paris, chers auditeurs, Marseille, Reims, Dijon, Amiens ou d'autres villes dans lesquelles vous nous écoutez, profitez justement de ces vacances scolaires avec vos enfants pour faire une balade en nature. Ça fera autant du bien à nos enfants qu'à nous-mêmes. Donc voilà, mon cher Medjed, donc pour cet agenda spécial vacances, donc proposé par Samia Chiki, l'agenda de Sakina Event pour Par les femmes. Alors, notre dernier rendez-vous, notre dernière partie d'émission, notre dossier santé du mois, donc comme toutes les semaines. Donc depuis depuis début février, on a justement parlé sous différents angles de cette problématique que sont les cancers du sein, de cette maladie. Et aujourd'hui, donc je vous propose un reportage, mon cher Medjed. Donc voilà, c'est tout de suite maintenant. Et bien tout en pleurant, en disant voilà, il m'a rejeté, sans plus, ni parler, ni lui dire pourquoi, tu as un cancer, tu t'en vas. Voilà, le divorce. Nous les femmes, on doit combattre ça. À l'annonce ou le traitement, la fin du traitement et tout ça, le mari refuse de reprendre sa femme. La femme, après sa mastectomie, elle peut refaire sa reconstruction mammaire et les choses rentrent dans les normes. Il n'y a pas de souci. Nous avons de très bons chirurgiens qui font ce travail, ces actes chirurgicaux, et la femme reprend sa vie normale et le mari aussi. Voilà. Les femmes, elles ont peur d'aller voir un médecin par rapport de connaître, d'entendre, d'écouter que certaines femmes, elles sont abandonnées par leur mari suite au cancer du sein. Mais non! Là, c'est la grosse erreur. Vous vous apercevez que vous avez quelque chose dans le sein, il faut aller voir un médecin. La vie continue. Il faut combattre, que le mari soit à côté de sa femme. Assister, l'accompagner, la chérir et ne pas l'abandonner.
très émouvant en réalité de ces femmes en Algérie, voilà, qui ont à subir l'abandon de leur mari suite à une ablation du sein. Donc ce cas-là, je tiens quand même à le préciser, c'est important. Il n'existe pas seulement en Algérie, il existe en réalité dans tous les pays du monde et même ici en France. Donc voilà, il se trouve que on a certains maris, certains compagnons. Quelles sont leurs raisons, je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer pour eux, mais en tout cas qui partent et qui laissent ces femmes-là qui ont déjà à subir en réalité le choc et le choc psychologique, mais aussi le choc physique de ces traitements, donc notamment la chimiothérapie, qui en plus de ça ont à subir l'abandon de leur mari. Donc comment est-ce qu'elles le ressentent très mal, et en réalité elles nous expliquent que c'est encore plus difficile en réalité de se faire abandonner par son mari que de recevoir le choc de cette nouvelle. Donc chère auditrice, chers auditeurs, on a parlé cancer du sein tout ce mois de février. C'est un sujet important, chère auditrice. N'oubliez pas le dépistage, c'est très très important. Donc le dépistage, il n'est pas obligatoire avant 50 ans, mais en réalité, il est conseillé, fortement conseillé, dès l'âge de 25 ans. Donc, faites-vous dépister, mesdames, n'attendez pas le dernier moment. Le cancer du sein, aujourd'hui, en France et par ailleurs dans le monde, est bien pris en charge. Très peu de femmes en meurent. La plupart, la grande majorité, en ressortent peut-être grandies par une force morale, mais en tout cas, on ressorte guéri. Donc voilà, mon cher Medjahed, pour cette émission. Donc on a passé avec Fatima Wassak. On remercie également Margot Vessi, donc pour son témoignage. On remercie également Yasmine qui était là avec nous donc durant toute cette émission, et on va l'inviter à prendre la parole rapidement. Comment ça s'est passé pour toi, Yasmine, cette émission? Ça a été une expérience très... Plus fort devant le micro. Pardon. Ça a été une expérience très très intéressante parce que voilà, c'est un des domaines où je voudrais m'exercer plus tard. Oui. Et voilà, de découvrir quand même une radio qui est assez conviviale, qui traite de tous les sujets, comme on a pu le voir. Et voilà, le sujet d'aujourd'hui m'a très intéressée parce que voilà, on peut voir que quand même les femmes sont assez sous-estimées, oui, et qu'elles livrent un combat qui leur tient à cœur par des femmes comme notre invitée Fatima aujourd'hui, et encore comme Margot nous l'a présenté. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir participé à ce jour, à cette émission, et je vous remercie, vous Medjahed et Hanan, de m'avoir invitée. Je vais profiter encore de toi une petite minute, c'est tellement agréable de t'écouter parler. Tu as quel âge, Yasmine? J'ai 15 ans, donc voilà, je suis une simple lycéenne. Et voilà, sauf que voilà, le monde communicatif, la radio, le journalisme, la télé me passionne, on va dire. J'adore écrire, j'adore parler, découvrir des gens, découvrir des sujets intéressants. Et voilà, c'est un honneur pour moi d'être présente aujourd'hui. Donc Yasmine, effectivement, une jeune lycéenne de 15 ans, bientôt 16 ans. On les attend avec, on l'attend ces 16 ans avec impatience pour justement qu'elle me seconde à la préparation de l'émission, qu'elle commence peut-être justement à avoir les premières bases du journalisme. Donc le journalisme, en réalité, on vous propose là une émission de 2 heures, mais c'est un travail de fond, c'est un travail de recherche, d'investigation, de trouver les bonnes personnes, de ne surtout pas diffuser des fake news à l'antenne. Donc tel sera ton challenge, ma chère Yasmine. Ouais. Donc Yasmine, qui, je précise, se présente comme une jeune étudiante, mais qui a déjà sauté une classe, qui est en première ES, donc économique et sociale. Donc on te souhaite toute la réussite que tu mérites, car tu t'en donnes les moyens, ma chère Yasmine. Et nous concernant, chère auditrice, chers auditeurs, donc on se retrouve la semaine prochaine, donc entre 16h et 18h, et nous parlerons des mutilations gynécologiques. Voilà. À très bientôt.
France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.